Le Cortenay, cette belle région du centre de l'île, adossée aux plus hautes montagnes en bordure d'une plaine fertile. Je sens les amis que cette balade va vous réserver de magnifiques surprises. D'autant que vous êtes merveilleusement accompagnés par de petits êtres si chers dans le cœur des Corses, de fidèles compagnons sur qui les populations rurales ont toujours pu compter et qui tenaient de ce fait une place très privilégiée au sein des familles, comme l'ami de toujours. Et oui, on l'a peut-être aujourd'hui oublié, mais si le chien est l'ami du berger, l'âne était jadis celui de toute la société, car il accompagnait les hommes sur les chemins autour des villages, les femmes au marché, les enfants à l'école. L'âne était omniprésent dans la vie de tous les jours, servant à la fois de monture et de voiture, utile pour les déplacements à longue distance ou le transport des produits des récoltes et des marchandises. Allez, Rosigno, la Conceli. Allez, viens. Hanno messo a Banica. Heureusement qu'on les a vite rattrapés. Ah ouais. Tu les crois tranquilles dans les champs et ils sont dans la haute ville, hein, au Girondolo. Allez, à Conceli. Ils faisaient moins les malins tout à l'heure. Hein. J'ai jamais vu Cadichon courir aussi vite. Et Ils faisaient pourquoi des enjambées. vous montez toujours là-haut, hein? Maintenant, au champ. Tu sais, tu Quoi? crois les savoir au champ tranquille, surtout le mien, parce que j'ai l'impression qu'il vole. Quoi? Regarde, on dirait qu'il est en lévitation, et là, paf, dans la hauteur. Hein? C'est extraordinaire, toi, hein? Ah oui, en lévitation, n'importe quoi. Mon bébé. Il y a bien une explication à tout. À chaque fois qu'on y va, on trouve le portail ouvert avec les ânes dehors. Moi, je croyais que c'était le voisin. Mais non. Figure-toi que je me suis assise derrière le muret et que j'ai regardé bien attentivement et j'ai vu Cadichon qui attrapait la barrière du portail électrique et qui tournait avec sa tête et tac, il a décroché, il a laissé tomber par terre. Ensuite, il passait, il attendait Rossignol de l'autre côté. Et oui, parce que mon bel âne normand, figure-toi, qui n'est pas seulement intelligent, il est aussi très sociable. En tous les cas, il est beaucoup plus intelligent que l'âne corse. Là, tu exagères, hein? Je te signale que le tien, déjà, tout part de l'âne corse. Hein, ça, c'est une certitude. Mais le tien, il n'est pas que normand, parce qu'il a des souches corses. Hein, mais il n'est pas pur, alors que le mien, regarde. Elle dit Ouerugursu, avec la robe gris tourterelle, petit, robuste, les pattes bien costauds, avec la croix de Saint-André, et les oreilles, elles sont très pointues, bien proportionnées et élancées, alors que le tien, les oreilles qui partent de travers. C'est parce qu'il est attentif au monde qui l'entoure. Ouais. Mais par contre, les pattes, regarde un petit peu Cadichon, il a les pattes zébrées. Et ça, c'est vraiment une spécificité de la race corse. Ah, c'est pas faux. Moi aussi, il y a quelques zébrures, hein, tu peux les retrouver, surtout à l'arrière. Mais bon, au milieu des courses. En tous les cas, tous les ânes viennent d'Italie ou de Catalogne. Et ce sont des ânes à peu près de 1,20 m. Et c'est vrai qu'il y a il y a les petits ânes corses, qui sont bien souvent gris, gris clair, gris foncé, et qui font 1 mètre au garrot. Des tout petits ânes, petits modèles. Comme il est beau, hein? Il est tranquillou, tranquillou. Tu imagines qu'à l'époque, en Corse, il y avait 20 000 ânes dans les années 1920-1930. Et aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup moins. Hein. On peut compter à peu près entre 2 et 3 000 ânes. Mais en tous les cas, ici, on utilise plus le mulet parce que ça permet de porter des charges plus lourdes quand même. C'est vrai, mais le mulet, il est beaucoup plus nerveux. Il est moins gentil que l'âne. Et en plus, il met même des coups de patte, des fois. Hein. Mais tout part de l'âne. En tous les cas, sans âne, il n'y aurait pas de mulet. C'est vrai. C'est l'âne qui fait tout. L'âne qui se croise avec une jument, ça donne le mulet, la mule ou la mule. Et l'inverse, les talons avec une ânesse. Ça donne le bardeau. Mais moi, je préfère les ânes. En tous les cas, ils sont tous les deux stériles. Ouais. Et eux, ils sont gentils, mais ils font des bêtises. Hein, Rossignol? Eh oui, mais le mien, il ne brille pas comme le tien. Il chante, d'où son nom, Rossignol. Chante même la padille avec un son flûté. Hein? Au Girondolo. Mais tu sais quoi, il mérite un peu de repos, hein, Rossignol. Ah, ben avec tout ce qu'ils ont parcouru comme chemin aujourd'hui. Faire dodo dans le Tioz, hein, dans le champ, et après on verra. Hein. Ce soir, on ira faire la balade.
Allez, au repos. Je pense qu'on pourrait prendre Cadichon quand même, non? Ah bon, toi, tu laisses le mien et tu prends le tien. Bah, il a l'air bien, en forme. Ouais, mais tu sais qu'ils sont inséparables, donc il faut les laisser ensemble. On va les laisser tranquilles et nous, on va continuer à pied. Hein? Ils en ont fait assez pour aujourd'hui. Hein? Au girondulo. Allez, à compte. Allez, en marche. Allez. Allez, Rossignol. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Allez, Cadichon. Lorsqu'on regarde la nature très escarpée des sols de cette région reculée du centre Corse, on comprend aisément pourquoi l'âne était indispensable aux sociétés d'antan. Lui qui n'a pas son pareil pour se déplacer avec assurance sur des pentes raides et des chemins caillouteux. Car le Cortenay est avant tout une région montagneuse, au relief particulièrement abrupt, une contrée où les plaines et les plateaux sont inexistants. Il n'y a pas à proprement parler de routes ou de chemins carrossables, mais de petits sentiers étroits et raides, accrochés au flanc des massifs, serpentant péniblement entre les roches pour contourner les reliefs les plus ardus. Il ne faudrait pourtant pas croire que cette région à l'aspect austère, voire inhospitalier, était jadis vide de population. C'était même le contraire, car les guerres avaient contraint les communautés à se réfugier loin des littoraux, là où le relief pouvait constituer une protection naturelle. Le Cortenay était en réalité un pays plutôt peuplé, avec de nombreux hameaux disséminés le long des vallées et des cultures en terrasses qui s'étendaient sur chaque lopin de terre, là où la pente était moins raide. Alors, avec son pied et son sabot très sûr, l'âne était l'auxiliaire indispensable de cette vie paysanne, aidant les hommes à transporter le produit des cultures, mais aussi les pierres pour construire toutes ces parcelles agricoles qui courent à flanc de montagne. Ça, c'est la 202. Celle-là, c'est la 69. Donc celle-là, elle va pas ici. Et celle-là, elle va être calée là. Et azouille. Une petite cale pour mettre là. Et s'il n'y a pas polo, eh bien, il n'y a plus rien. Hein? Je trouve que ces paysages ruraux ont vraiment beaucoup de charme. Ah, beaucoup de charme. Ah, si tu trouves que le fait d'imbriquer des pierres les unes contre les autres et réaliser des murs, des milliers de murs sur des kilomètres, c'est charmant. Je pense que les anciens n'avaient pas la même définition que toi. Hein. Le charme, t'imagines là, le travail considérable qui a été réalisé. Le labeur, là, il fallait des années, voire des centaines d'années pour faire tout ça. Regarde ça, les murs. Des fois, il y a 4 mètres de haut, les terrasses partout. Et la pente, rien que la pente. Pour travailler en pente, c'est difficile. Et tu es comme ça. Après, tu marches comme ça. Ah bah oui. Tu vois pas le travail de fou qui a été fait là. C'est vrai que c'était un travail colossal. Mais en tous les cas, il était indispensable pour compenser le manque de terre et la faible productivité de ces collines. Déjà, il fallait faire les terrasses. Une fois que c'était tout fait, déjà, il fallait vérifier que tout tienne. Après, il y avait la culture qui allait dessus. Et ensuite, il fallait emmener l'eau pour irriguer. Donc, les anciens, ils faisaient des canalisations en pierre. Et après, il fallait entretenir tout ça. Tu as raison, mais aujourd'hui, on s'extasie devant ce travail phénoménal. Mais il faut dire que le moteur, à la base, c'était la nécessité et la faim. On ne faisait pas ça pour s'amuser. Et oui, et en plus, ici, la population qui était là, c'était une population de paysans. Ils n'étaient pas riches, ce n'étaient pas des joueurs de Bastia ou d'Ajaccio. Hein. C'était des paysans qui étaient pauvres, qui s'entraidaient bien sûr, hein, qui étaient là dans la montagne, parce que c'est difficile à cultiver dans la montagne, c'est plus facile en bas, en plaine. Et bien entendu, les productions qui étaient plantées ici, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. C'était où les céréales. Parfois, il y avait quelques châtaigniers, donc tu exploitais la châtaigne pour en faire de la farine. Et puis après, pour nourrir la population, tu faisais du troc avec d'autres régions. Tu troquais, mettons, de la farine de céréales contre des châtaignes venues du Bauge, ou par exemple de l'huile d'olive, des fromages. Ou encore, tu pouvais de temps à autre avoir la chance de pouvoir troquer tes produits ici contre les produits venant du littoral. Les produits issus de la mer, par exemple. Un bon troc,
échanger une bonne salade de poulpe contre une bouillie ou une purée de céréales. J'adore. Ouais, surtout qu'en montagne, à l'époque, le poulpe, ils n'en trouvaient pas beaucoup. Hein. Donc quand ils en avaient dans le plat, il fallait bien l'apprécier et manger doucement. Hein. Et après avoir construit et contrôlé les murets, l'après-midi, ils se mettaient comme ça, un peu de la sieste. Il me semble qu'ici, il y avait des vignes aussi auparavant. Eh oui, il y a eu pas mal de vignes aussi sur ce territoire. Et puis ils faisaient un bon vin, mais un piquant, wow, puf. C'est pour ça qu'ils ont tous déserté? Eh ouais. Non, je rigole. Mais au 19e siècle, ça change un petit peu. Hein. L'agriculture, en même temps, les conditions sanitaires s'améliorent, d'autant plus que les guerres et la piraterie vont disparaître. Et là, la population de la Corse, elle va augmenter. Et pour nourrir tout ce petit monde, eh bien, il faut beaucoup produire. Donc toutes les terrasses et les murets que tu vois datent en grande partie de la période qui va du 1800 à 1914. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui a mis fin à toute cette société rurale, Ouais. à ce mode de vie autarcique et pauvre. Parce qu'à partir du XXe siècle, les gens ont commencé à quitter toutes ces montagnes, à descendre vers les grands axes routiers et puis vers la plaine. S'installer sur les grandes villes, enfin les grandes villes de Corse. Mais d'autres ont tenté l'aventure. Qui est parti en Indochine, Ah oui. eh oui, en Amérique du Sud. Et que ce soit à Saïgon, dans un riad ou à Panama, ils ont toujours apporté avec eux leur principale tradition. De quoi tu parles? La sunada, la sieste. Ça m'étonne pas. La sieste. Tout un programme, mon cher Paul. Elle est l'apanage des populations des pays chauds, comme celle des bords de la Méditerranée, car elle permet de recharger son organisme au moment le plus chaud de la journée, lorsque le soleil est au zénith et que la chaleur de l'air ne permet guère une activité très physique. Les anciens la pratiquaient alors pour se revigorer et pouvoir ainsi accroître leur performance au travail en fin d'après-midi. Mais pour qu'elle soit efficace, la sieste ne doit pas s'éterniser au-delà d'une bonne demi-heure. Alors il est temps de reprendre votre route et d'admirer une nouvelle fois tout le travail accompli par ces communautés d'autrefois. À travers ces chemins empierrés qui courent sur les montagnes à perte de vue et qui représentent une somme d'efforts tout simplement incroyable. Dis Paul, tu penses pas que la prochaine fois on pourrait prendre un âne? Je dis pas pour monter sur son dos, mais au moins pour mettre les sacs dessus. Lascia Ligor et Stiboarette. Déjà qu'ils ont été presque des esclaves des hommes. Pourquoi des esclaves? C'est plutôt des fidèles compagnons, hein, comme le chien ou le cheval. Le chien aide bien les hommes à la chasse, le cheval t'aide à parcourir de longues distances, et l'âne t'aide à sillonner les montagnes. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est son utilité, c'est tout. Et après, bien sûr, on lui donne bien à manger, on l'entoure de douceur. Parlons-en de douceur et de nourriture. Je vais te raconter une histoire, écoute-la bien. Au commencement, c'était la parole, lit-on dans l'évangile de Saint Jean. Et au commencement, les bêtes parlaient le langage des hommes. Mais les hommes avaient déjà imposé leurs lois. Évidemment. Et oui. Et les animaux, lorsqu'ils se rencontraient, ils évoquaient leurs griefs et aussi leur existence. Et le plus qu'il y avait à se plaindre, c'était les ânes, forcément, parce qu'ils avaient de mauvaises conditions de vie. Et les ânes appartenaient à des pauvres gens qui n'hésitaient pas à les faire cheminer sur des sentiers impraticables, avec de lourdes charges, avec des pierres chargées de bois et aussi de produits de récolte, et sans parler de leur maigre pitance. Hein. Des fois, on leur donnait un peu de foin, de l'herbe du maquis et des chardons que les hommes prétendaient ironiquement qu'ils en raffolaient. Pourquoi les ânes n'aiment pas les chardons? C'est comme si toi, on te met dans un champ et à la fin, tu vas finir par les aimer, les chardons. Oui. Donc, les ânes ont décidé, lors d'une consulte, de se réunir et de nommer un porte-parole pour aller se plaindre auprès du roi des hommes de leurs conditions de vie. Le roi des hommes accepta une rencontre et une réunion fut organisée. Bien sûr, à cette réunion, il y avait aussi comme témoins d'autres animaux de la forêt. Il y avait le renard, très rusé, le serpent, très prudent, et aussi le coucou plein de sagesse. Et au terme de cette réunion, il accepta les conditions que les ânes avaient à apporter. Donc un contrat fut signé, une nouvelle loi
fut décrété afin que les ânes retrouvent un peu leur liberté. Les ânes, tout contents, rentrèrent chez eux. Ah bah oui. Sauf que le contrat devait démarrer le printemps de l'année suivante. Donc 1 an encore de labeur et de pitance pour les ânes. Au bout d'1 an, rien du tout. Donc, le porte-parole des ânes décida une fois de plus d'aller rencontrer le roi des hommes. Et à la grande stupeur, le roi des hommes n'était plus le même. Ah mince. Il était mort entre-temps et les témoins avaient complètement disparu. Ainsi que le contrat que le coucou était chargé de déposer dans le trou d'un mur et recouvert par une pierre. Et encore aujourd'hui, les ânes cherchent partout dans nos montagnes le contrat. Et quand ils se rencontrent, ils se touchent avec leur museau. Ah, il trouve un contrat, toi. Tu as trouvé le contrat. Et bien entendu, la réponse reste négative. Oh. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours en train de parcourir les montagnes sur ces sentiers impraticables, de porter de lourdes charges et de manger des chargons qu'ils ont fini par aimer. Donc il faudrait peut-être les laisser tranquilles, ces ânes. C'est un conte pour enfants que tu me racontes là. Ah, il trouve un contrat, ça. Il est vrai que ta fable, Paul, est un joli conte d'enfant. Mais je la trouve très à propos dans cet univers enchanteur où les roches concurrencent les arbres et poussent à la verticale, comme pour mieux s'approcher des cieux. Dans cet enchevêtrement de verdure, de bois et de pierres, il me semble reconnaître des armées de géants pétrifiés par le temps. Ils m'observent de leur haute stature et je me surprends à voir dans les arbres qui s'accrochent au relief des sortes de toisons ébouriffées sur des corps robustes, des touffes de poils ou des chevelures extravagantes au sommet de crânes larges et imposants. En plongeant au pied de ces colosses de pierre, dans le creux des vallées étroites comme des canyons, je me remémore toutes ces comptines qui font le bonheur des enfants et racontent toute la magie des rivières. Et il me semble deviner, dans le reflet des cascades, la présence de minuscules fées ailées. Ah, que la nature sait être belle dans ces montagnes encore sauvages, belle et surtout propice aux douces rêveries. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que c'est vraiment magnifique. Hein. Et en plus, tu as une maison sous roche avec 2 entrées et juste devant une piscine naturelle avec un jacuzzi. Ben, je crois que tu as choisi le plus bel endroit. J'avais même pas vu ça. Bienvenue dans mon magnifique jardin d'Éden. Regarde, ici nous avons des pins à riche, des chênes verts, de la bruyère, du frêne. Et puis là, un magnifique spécimen d'aulne cordée. Facilement reconnaissable grâce à ses petites feuilles en forme de cœur. Et à ces jolis petits fruits. Ouais. Obira Altsu. Ah, lui, je le connais bien. Ouais. Il vit dans l'eau, les racines plongées dans la rivière. En même temps, il dépend complètement de cette rivière. Hein. Et la rivière dépend aussi de lui. Ils sont tous les deux en symbiose. Parce que les petites feuilles, quand elles vont tomber, ainsi que les petits fruits que tu as là, eh bien, ils vont rouler dans l'eau, ils vont faire des tapis. Et là, les insectes aquatiques vont naître et la vie va naître dans la rivière. Et en même temps, l'aulne cornée a été utilisé depuis la nuit des temps par les hommes. Il était utilisé pour faire des passerelles en bois. Ah,
Et oui, et aussi pour faire des roues des moulins. Parce que comme c'est un bois imputrescible, il pouvait perdurer dans le temps. Très utile cet arbre. Mais tiens, cette fois-ci, c'est toi qui notes. Ah bon, tiens. Tu mettras aussi que les petits fruits sont très décoratifs. Ouais. Ou pirates. Et qu'est-ce que tu as d'autre dans ton jardin? L'élébore. Ouais. Eleborus argutifolius. Un oak en Corse. Belle, hein? Celle-ci aussi est endémique. Endémique de Corse et aussi de Sardaigne. Moi, j'aime beaucoup ces petites fleurs. Couleur vert pomme. C'est assez curieux pour une fleur, mais c'est vraiment très joli, je trouve. Ouais. Et les feuilles, on dit que ça ressemble à une pâte d'oie. Ce qui est intéressant, c'est que la noca, c'est une plante aussi médicinale. On l'utilisait pour guérir les plaies des hommes, des humains et aussi des animaux. On prenait la racine, on faisait un emplâtre, et là, on badigeonnait la plaie et on soignait le tout. Les bonnes méthodes naturelles. Tu sais qu'on parle souvent de l'élébore au féminin, mais parfois au masculin. Peut-être ça peut être les deux. Et des fois, on peut l'écrire avec un H ou sans H. Ça dépend des auteurs. C'est sûr. Oui, enfin, du moins, Colette et Jean de La Fontaine parlaient de l'élébore au féminin et sans H. Jean de La Fontaine aurait parlé de l'élébore. Ben oui, dans la fable Le lièvre et la tortue. Gageons, dit la tortue, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 graines d'élébore. Et là, la tortue répond, sage ou pas, je parie encore. Parce qu'on peut se purger avec les graines d'élébore. Ben, l'élébore a toujours été connu pour être une plante très toxique. D'ailleurs, depuis très très longtemps, on l'a utilisée dans la médecine militaire. Et depuis l'Antiquité, on sait qu'elle a un pouvoir purgatif vraiment exceptionnel. Et ces petites graines noires ont le pouvoir de soigner la folie. Alors c'est pour ça que le lièvre conseille à la tortue de prendre quelques petites graines pour soigner un petit peu sa démence. Et les gens à cette époque-là avaient tout à fait compris la métaphore. Je ne savais pas. Hein. Je vais noter 4 graines d'élébore pour lutter contre la folie. Oui. Je sais que l'élébore a une forte toxicité. Et justement, hein, à l'époque, quand on avait une dent cariée, eh ben, qu'est-ce que faisaient les anciens? Ils prenaient la racine, ils coupaient un bout de la racine et ils le mettaient à l'intérieur du creux de la dent. Et là, terminé pour la dent, dévitalisée, en même temps, tu enlevais la douleur. Hein. Ah bah oui, pour ça. Hein. C'est vrai que les bergers s'en servaient pour soigner les plaies de leurs bêtes. Mais je sais que cette petite fleur était la fleur de prédilection des empoisonneuses à l'époque de la Renaissance. Alors peut-être que les bergers s'en servaient à des fins plus mystérieuses finalement. C'est possible. Je note. Fais le dessin de la fleur, regarde comme elle est belle. Elle est un peu fanée, mais elle est belle. 4 graines pour lutter contre la folie. Pas bon. Quelle magnifique image qu'un bouquet d'élébore au milieu de cette rivière ensorceleuse, évoquant tant la fable de La Fontaine que la folie qui enivre l'esprit. Je trouve qu'elle traduit parfaitement toute la magie qui se dégage de ce petit Éden, si cher à Karine. Ce morceau de paradis où la nature exprime toute sa créativité. Car dans ces gorges du Tavignano, la rivière et son lit chaotique se subliment en une succession de cascades et de piscines naturelles propices à la baignade.
le tout dans un décor des plus grandioses. Et de me dire, les amis, que dans un tel paysage, il n'est pas besoin de graines d'élébore pour voir son esprit divaguer et s'oublier jusqu'à perdre un peu de sa raison. Si le Cortenay est un pays rural encore sauvage, il est aussi le lieu où fut bâtie, il y a 2 siècles et demi, la capitale de la Corse indépendante, libérée du joug des royautés européennes. Certes, à l'époque, Corte n'était qu'un gros bourg, mais la cité rivalisait avec Bastia, la capitale génoise, abritant entre ses murs le général en chef de la nation corse, Pascal Paoli, et sa cour de hauts dignitaires, tous vêtus de velours brodé et de perruques poudrées. La cité présentait alors l'avantage de se trouver au centre de l'île, à la croisée des chemins, et de posséder un château médiéval construit au début du XVe siècle par Vincentello d'Istria pour le comte de l'Aragon. C'est à l'abri de ces hautes murailles perchées que Pascal Paoli administra l'île durant 14 ans, mettant en place les rouages administratifs de sa jeune république, jusqu'à sa fuite obligée lors de la colonisation française de 1769. Je me sens vraiment chez moi dans cette citadelle. Tiens. Je suis comme à la maison, en fait. Ah bon. Moi, je me sens assez perché et même un petit peu emprisonné là, tu vois. Dans tous les cas, le choix de construire la cité de Corte à cet emplacement a été judicieux. Hein. Vincentello, il a eu une idée de génie. Parce que là, tu te trouves à la convergence de toutes les voies de circulation importantes au XVe siècle. Tu es au centre de l'île, à l'intérieur, tu n'es pas loin de tout, à 2 heures à cheval de Bastia, Calvi par l'Ostrigogne. Ensuite, tu as Vitsavone, La Gravone, Ajaccio, et par là, tout droit, c'est à Lyria. Et puis là, tu es collé au contrefort montagneux et tu domines. Tu crains rien. Personne ne peut arriver t'attaquer de derrière. Un endroit stratégique. Et oui. Et ça, c'est une idée dans le doigt à Vincentello, puisque c'est lui qui est à l'origine en fait, de la construction de cette fortification ici. Le comte de Corse est plutôt aussi vice-roi quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Sous tutelle aragonaise, bien sûr. Sans oublier Pascal Paoli, qui marche sur les traces de son prédécesseur. Et bien sûr, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soustraire la Corse à l'autorité génoise et il va implanter son gouvernement ici même à Corte. Qui devient la capitale de la Corse, siège du pouvoir et du savoir. Eh oui. Mais du temps de Vincentello, la citadelle n'était pas exactement comme ça. Il y avait une tour carrée. En fait, c'était une cité féodale fortifiée. Et ensuite, lorsqu'il s'est fait trancher la tête, eh bien, les Génois ont récupéré la Corse et donc cette citadelle. Et ils y ont ajouté 2 tours à flanquement, à canonnières et une muraille. Ouais. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup d'aménagements au fil des siècles. D'abord, il y a Vincentello qui fait construire le nid d'aigle. Ensuite, il y passe. Les Génois se réinstallent ici, mettent en fait en place une fortification. Donc, il va y avoir des aménagements. Ensuite, c'est les Corses qui arrivent, encore un petit peu d'aménagement. Et comme tu le sais, à partir de 1769, ce sont les Français qui vont dresser toutes les murailles que l'on va voir partout avec ces grandes garnisons pour abriter les soldats. Et Pascal Paoli a occupé ces lieux aussi. Et il y avait ses quartiers même. Eh oui. Il avait même le bourreau officiel de la République corse, celui qui faisait les exécutions en place publique. Et il habitait juste là, dans cette petite casemate à l'entrée du fortin. Le roi de la hache. Trancheur de tête. Tu connais l'histoire de Faustine Gaffori? Eh oui. On raconte qu'en l'absence de son mari, elle aurait soutenu un siège contre les Génois. Et les Génois étaient tous enfermés ici, dans la forteresse, avec tous les assaillants tout autour. Ils auraient présenté à la foule le dernier né de Faustine, qu'une nourrice traître leur avait remis, et ils ont menacé d'exécuter l'enfant si le siège n'était pas levé. Et là, on dit que Faustine Gaffori, au contraire, a encouragé de plus belle les assaillants, et la citadelle est tombée. Par contre, ils avaient quand même du cœur, ces Génois, puisqu'on dit qu'ils ont récupéré l'enfant parce qu'ils n'avaient pas eu le courage de l'exécuter. En même temps, devant le courage et la férocité de Faustine, ils se sont dit là, il vaut mieux rester tranquille et donner la citadelle. En tout cas, elle est vraiment imprenable,
cette fortification. Il y a l'épisode de Paoli qui le prouve bien. Quand Pascal Paoli, avec son armée, commence à prendre toutes les villes côtières, ils vont arriver devant Corté. Et là, dans le nid d'Aigle, à la citadelle, tu as une petite garnison avec quelques soldats génois, ou plutôt des locaux qui avaient prêté allégeance à la République de Gênes. Et bien sûr, quand ils voient les troupes de Paoli en dessous, ils se disent « Qu'est-ce qu'on fait? On va combattre ?» Et je crois qu'il vaut mieux donner la citadelle. Ils vont même donner les clés du nid d'Aigle. Et ensuite, Pascal Paoli va installer sa cour et son gouvernement ici à Corté. Et bien sûr, ensuite, en 1769, tu as la Corse qui perd son indépendance. Les Français arrivent avec le féroce général et comte de Vaud, et il va s'installer ici à Corté. Le sinistre comte de Vaud, tu veux dire? Ragati ou Elomi. Ça, c'est parce que les Français avaient peur d'une nouvelle tentative d'indépendance. Eh, Alors lui, il a décidé d'ériger une place forte en lieu et place du pouvoir pauliste. Comme ça, au moins. Mais il est resté qu'un an. heureusement. Et la citadelle, telle qu'on la voit aujourd'hui, est due au projet de 1840, conçu par le capitaine André-François Gras. Le seigneur Gras. Ah, j'adore les petites guardioles. À l'époque de Vincentello d'Istria, le pouvoir seigneurial était légitimé par Dieu et ne pouvait se soustraire à la volonté de son représentant terrestre, le pape. C'était grâce au pape, par l'intermédiaire de l'archevêque de Pise, que les seigneurs insulaires avaient obtenu le droit d'administrer des fiefs sur ces terres pontificales. Ils avaient combattu les Maures au nom de l'Église, devenant de fait le bras armé de la chrétienté, et en avaient été récompensés par l'octroi de domaines féodaux. Paul! Paul, j'ai le carnet! Paul! Paul! Ah ben je pouvais compter sur toi, tiens. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué. Je marchais, j'ai vu que mon sac à dos était ouvert, donc du coup, je suis retournée sur mes pas, et là, je l'ai trouvé, il était au pied de l'arbre. Et tout ça sans ton aide. Hein. Et si tu crois que c'est si simple, parce que depuis tout à l'heure, je capture l'énergie, je la canalise, et là, je l'ai envoyée à la recherche de ton carnet. L'énergie a attrapé ton carnet et l'a amené sur ton chemin. C'est cela, oui. Et si tu étais en train de dormir ou de faire la sieste, eh bien, ça serait la même chose. J'aurais pris l'énergie, je l'aurais canalisée, j'aurais envoyé l'énergie aller retrouver le carnet et l'énergie aurait déposé le carnet à ton réveil. Il n'empêche que si j'avais perdu mon carnet, j'aurais perdu toutes mes notes concernant l'église Saint-Giovanni Baptiste. C'est quand même l'ancienne église piévane de Venaco. Ouais, un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Hein. Oui, moi aussi, j'adore. Dans tous les cas, là, j'ai pris un bon bol d'énergie, hein, assez conséquent même. Tu as pris un coup de chaud plutôt, non? J'ai l'impression d'avoir la tête lourde, tu vois, le cerveau écrasé, et l'impression même de m'être perdu dans les couloirs du temps. Alors, si je délire et je dis un petit peu des bêtises, n'hésite pas à intervenir. Hein. Compte sur moi, oui. C'est marré, hein. Tu vois, Ptolémée me le disait souvent, ça. Paul, tu sais qu'ici, il y a l'une des 12 peuplades autochtones de l'île qui s'est installée à San Giovanni Battista.
Tu te rends compte, là, à la préhistoire, déjà des personnes qui vivent ici. Et ensuite, bien sûr, comme tu peux le voir par endroits, hein, sur des fondations, sur les murets, eh bien, tu as une église paléo-chrétienne, une église intérieure à celle que l'on peut voir. C'est-à-dire qu'une première église était là, construite à la fin de l'Empire romain, lorsque la chrétienté devient, si tu veux, la religion de l'Empire au début du IVe siècle. Et ensuite, eh bien, ici, l'église, eh bien, elle a servi comme lieu de culte à travers tout le Moyen-Âge. Mais alors par contre, on dit souvent que ce sont les Pisans qui ont rétabli et complètement réorganisé l'Église et même l'État en Corse jusqu'à la fin du XIe siècle. Mais alors du coup, tous ces lieux de culte paléo-chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus entre la chute de l'Empire romain et les Pisans? Alors, ici, cette église, elle a quand même accueilli les fidèles. Mais tu as eu une période de troubles, hein, très importante, où tu as plein de razzias. Alors des razzias des uns des autres. Il y a surtout les Maures, hein, qui ont cassé l'unité du pays. Et là, bien sûr, il y a certaines chapelles qui vont être complètement abandonnées, certaines chapelles qui se trouvent dans les montagnes, et d'autres, des chapelles ou des églises qui se trouvent là où il y a une zone un peu plus urbanisée, eh bien, elles vont perdurer, ça va être toujours le lieu de culte, du fait qu'il y a une activité autour. Hein, c'est simple, tu prends l'exemple de Marianne. Marianne, tu avais l'église paléo-chrétienne, les Pisans, ils sont arrivés, ils l'ont démantelée, ils ont pris les pierres, et ils ont construit l'église de Marianne actuelle. Et ici, c'est pareil à San Giovanni. C'est-à-dire qu'ils ont détruit en partie l'ancienne église et ils ont rebâti ce chef-d'œuvre pisano-roman. Et ils ont reconstruit cette belle et grande église romane à la fin du XIe siècle. Cette église était vraiment très très importante puisque c'était la cathédrale annexe du diocèse d'Aléria. C'était pas rien quand même. Et c'était en fait la grande église de Venaco, dont dépendaient toutes les petites chapelles qui étaient disséminées dans les montagnes, parsemées le long des chemins qui reliaient les villages entre eux. En tous les cas, je trouve vraiment, vraiment dommage qu'elle soit détruite, celle-là. Bah, c'est sûr que quand tu abandonnes les lieux, tu laisses la place à la nature. Et puis ici, elle a forcément été abandonnée parce qu'il y a eu aussi les barbaresques qui sont arrivés au XVIe siècle. Hein. Et ici, le lieu de culte termine à reste au XVIe. Et puis en même temps, il faut des deniers, hein, pour la reconstruire. Et les gens ont abandonné San Giovanni Battista pour retourner à Corte, hein, tout simplement. Il y avait même un clocher là, juste là, tac. Ça devait être vraiment joli avec le campanile. C'est une autre perspective. Là. Tu sais, en attendant, je regarde bien, là, on va rester quelques heures quand même, hein, parce que j'attends un ordre de mission. Une mission qui viendrait tout droit du Vatican, une missive du pape François en personne, qui m'a bien dit, Paul, tu auras pour mission de reconstruire tout ce bâti architectural et dans la pure tradition romaine. La Giudetto, Francesco, travail, lui. Hein. Ah oui. Il va falloir que je prenne une trousse tamante avec des crayons, des gommes, des rapporteurs, des compas. Et tu vas être capable de réaliser tout ça. Mais sur toute la Corse? Pas que, sur toute la Méditerranée. Ah oui, quand même. Qui en est? Quelle noble tâche, Paul. Mais peut-être serait-il préférable, avant de s'attaquer à de puissants chefs-d'œuvre, de s'entraîner sur quelques modestes bâtis. Je veux bien entendu parler de toutes ces chapelles romanes, disséminées le long des chemins de la montagne insulaire, et qui méritent bien que l'on s'en occupe un peu. Elles sont fort nombreuses, car elles représentaient jadis les indispensables relais des églises dans les vallées de l'intérieur. Et leur importance était capitale à la gestion étatique du pays, permettant l'ancrage des communautés dans une administration à la fois seigneuriale et ecclésiastique. Elles symbolisaient alors bien plus que de simples lieux de culte, des lieux de pouvoir et de justice sociale. J'aime beaucoup la vue de Corte d'ici. Regarde. Avec la citadelle juste là et la ville qui s'étend à ses pieds. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le nid d'aigle. Et aussi l'emplacement, parce qu'il est à la confluence entre les deux rivières que sont la Restonica et le Tavignano. Le nid d'aigle, le château de Vincentello d'Istria.
le grand Vincentello d'Istria. On dit de lui qu'il était violent, sanguinaire et sans scrupules. Et qu'il était très laid. Et qu'il prenait les femmes qui lui plaisaient par violence, alors. Ah, ça, c'est de la pure propagande génoise. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas joli. Mais une chose est sûre, c'est qu'il avait un certain charme légendaire. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Et Vincentello, ce n'était pas n'importe qui. C'était quand même un seigneur corse. Il avait été nommé comte de Corse en 1418. Ensuite, il avait été nommé vice-roi de Corse pour le comte de l'Aragon. Et il a quand même réussi à mettre en place un gouvernement dans l'île entre 1421 et 1434. Ah, c'est quand même pas rien. Hein. Alors lui, ce qui lui plaisait par-dessus tout, c'était pas forcément de gérer le pays. Lui, c'était de guerroyer. Il partait en mer, parce que c'était un grand navigateur, même s'il était bon cavalier. Il adorait attaquer et piller les bateaux génois. Donc il partait, il était en Sicile, en Espagne. Et un beau jour, il se trouve à Civitavecchia, au large de Civitavecchia, bien sûr. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'à Rome, il va y avoir des conflits entre les grandes familles colonnes, et les Orsini. Et le pape en question, il est pro-Orsini. Donc il va fuir Rome, et là, il va croiser le chemin de Vincentello. Donc Vincentello va accompagner personnellement, du moins escorter le pape, à Livourne, puis à Florence, chez les Médicis. Et là, il va séjourner quelques jours à Florence. Alors pour te dire que Vincentello, à l'époque, il côtoie quand même des grands personnages. Ah, certes, les Médicis, c'était pas personne. Eh oui. On peut dire que c'était un grand personnage. Buaretto di Vincentello, parce qu'après, il a fini mal. Hein, il s'est fait trahir par les siens. Il a fini décapité au Palais des Doges, à Gênes. Et les membres, ils ont été dispersés un petit peu partout en Corse. Triste fin. Triste fin, mais grand seigneur. Il avait mis en place son gouvernement avec une justice légale pour tous et aussi des impôts, mais on va dire modestes et réguliers. C'était pas mal pour l'époque. Je vois que vous avez une belle croix à corter, hein, quand même. Hein. Mais oui, c'est moi qui l'ai mise. Ça va, hein. Eh oh. Et vous n'avez pas pensé à, je sais pas moi, ériger un corcovado de Corti? Non? Bah non. Bon, c'est pas Rio de Janeiro, mais bon. C'est un peu plus petit, mais ça reste quand même mignon. Puis il n'y a pas la mer. Eh, mais il y a la rivière. Ah. C'est de drôles d'idées, toi. À vrai dire, Paul, Corte n'a pas besoin de la statue d'un Christ rédempteur dominant la ville, à l'image de celle de Rio de Janeiro. Non pas que la ferveur est moindre ici, ce n'est pas le cas, mais Corte possède en arrière-pays de puissants massifs dont la force suffit à évoquer le divin. Il y a ainsi des montagnes dressées à la verticale qui ressemblent à de gigantesques statues de pierre et qui sont souvent comparées à des gardiens, des géants pétrifiés, protecteurs de l'île. Il existe aussi au milieu de ces prodigieux chaos des monuments si étranges, si incroyables, que leur existence même renvoie à Dieu et au premier temps de la Genèse. Alors non, Paul, nul besoin ici d'un Christ de béton pour ressentir la puissance de Dieu. Paul, juste au-dessus de toi, il y a un rocher. On dirait la tête d'un homme de pierre qui va te dévorer. C'est Alfred le géant de pierre, mais il n'aura pas raison de Polo. Ah.
Et là, je suis bien, à Yunariagui. Un courant d'air venu de l'Est qui me caresse le visage, qui repart. Et là, j'ai un autre courant d'air qui arrive de l'Ouest, son incanto. On était aussi très bien au bord de l'eau. Ouais. Et là, même s'il fait chaud, C'est vraiment incroyable cet endroit. Regarde ça, c'est deux colonnes qui montent et qui se font face. Et elles se soutiennent l'une sur l'autre. C'est impressionnant. On a déjà vu des arches de calcaire. Tu te souviens en Sardaigne, à Calaluna? solo Piro. Mais là, c'est du granit. C'est carrément impensable de voir ça. Comment Dame Nature a pu créer un pont pareil? Un pont génois monumental. Tout simplement, Mère Nature qui a créé l'arc triomphal dédié aux dieux. C'est vraiment très étrange. Parce que tu regardes, la formation d'une arche, c'est assez simple. C'est un trou que l'érosion travaille, et les intempéries avec le vent, la pluie, et ça finit par s'éroder et s'effondrer tout autour. Mais là, c'est étrange parce que l'arche est vraiment disposée en avant, comme si elle était sur un promontoire rocheux. Ouais, probablement qu'ici, il y avait un promontoire bien plus effilé, bien plus long. Peut-être 2 ou 3 arches les unes accolées aux autres. Alors bien sûr, ça s'est fait il y a des millions d'années, hein, toujours le même principe. Les mouvements de tectonique des plaques qui font dresser des aiguilles ici même, hein, les unes accolées aux autres. Et après, il y a tous les aléas climatiques, hein, la pluie, le vent. Même si on est en montagne, il y a des embruns salés qui arrivent ici sur les roches. La glaciation, puisqu'à l'époque, c'était tout gelé. Et le travail de ces éléments-là a créé cette arche monumentale, l'arche de Scandulario. Bien entendu, ici, forcément, il devait avoir une épaisseur un peu plus conséquente. Tu vois, probablement que là, il y avait 5 ou 6 mètres d'épaisseur. Et puis au fil du temps, ça s'est grignoté et là, ça s'est effondré. En fait, c'est le même processus qu'un Tavone, finalement. Ben oui, éclatement des cristaux depuis des millions d'années. Alors ça veut dire que peut-être d'ici quelques centaines ou milliers d'années, l'arche va finir par s'écrouler. Parce qu'après tout, l'érosion continue son œuvre. Bien sûr, mais tu sais, il peut tomber même aujourd'hui. Hein. Et là, plus de polycarine. Oh, ce serait dommage, ça. Il n'y a plus d'arches de Scandulario. Et tu sais, ces arches naturelles-là, ont inspiré les anciens. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des Romains, ils parcouraient leur territoire, et quand ils voyaient une arche, là, ils la dessinaient, et après, ils réalisaient des monuments, comme le Colisée, par exemple. Tu vois, là, tu as 2 piliers, et au-dessus, la voûte. Et le Colisée, ce n'est qu'une succession de piliers et de voûtes. Et après, ils montaient la structure et les gradins. Et aussi, ils réalisaient les aqueducs et les viaducs, dans le même principe. Ils copiaient les arches naturelles pour en faire des monuments. Astucieux, hein? Comme quoi les hommes n'ont pas tout inventé. Ouais. Donc on pourra peut-être voir cette arche pendant encore des millions d'années, qui sait? Probablement. En même temps, ces arches ne sont pas que des trous, des tafognes où tu vois des 2 côtés un paysage grandiose. Ça, c'est magnifique. Ce sont aussi des portes qui permettent de traverser le temps, aller dans un monde parallèle ou aller aussi dans l'au-delà. Bien entendu, ici je ne ressens pas trop l'énergie, mais il faudrait activer la porte. Comment tu actives ta porte? C'est tout simple. Ici, on est dans un lieu où le magnétisme est très fort. Donc toujours pieds nus, là tu es vraiment ancré au sol, hein, à l'énergie, au noyau de la Terre. Mais tu n'as qu'à venir vers moi là, allez. Tu prends l'énergie des profondeurs de la Terre, tu la remontes au plexus solaire et là, tu l'expulses vers le cosmique. Et du cosmique, tu la reprends au plexus solaire et tu la replonges dans les profondeurs de la Terre. Et à un moment donné, tu vas avoir tellement des frissons dans tout ton corps et là, la porte est activée. Ne ris
Pas-t'en, Karine. Tu vas finir par empêcher le prodige de se réaliser avec toutes tes moqueries. Car j'aimerais beaucoup que la porte s'active, afin de savoir si elle permet de voyager à travers le temps et de gagner l'époque où Vincentello d'Istria régnait ici en maître absolu. Ou s'il s'agit plutôt d'un raccourci dans la montagne, directement relié à d'autres roches percées comme le trou de la bombe à Bavela ou le Capo Tafunatu dans l'Asco. Car de vous à moi, les amis, une telle arche au sommet de la montagne, dans un décor aussi magique, ne peut être une simple cavité ouverte au vent. N'en déplaise à tous ceux, trop sérieux, qui ont égaré en cours de route leurs rêves d'enfant.